Pourquoi la médiocrité est-elle plus populaire que Kim Kardashian, Donald Trump et Barack Obama réunis? Alors, je suis sûr que vous vous êtes déjà posé la question, et si ce n'est pas le cas, sachez que vous auriez dû. Bienvenue à toutes et à tous, et j'espère que vous vous portez au moins aussi bien que Dave Chappelle juste après une blague sur les transgenres. Bienvenue sur Afro-Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro d'accéder au vrai bonheur, non pas au bonheur d'Instagram en papier glacé, mais au vrai bonheur, à savoir le bonheur par la noblesse, autrement dit par la beauté, par la hauteur et par le souci de l'excellence. Très loin de la culture de la médiocrité et en piétinant la victimisation. Je suis Ludovic Herman Wanda, prince Bamileke, écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu. Ma formation est d'ailleurs depuis quelques semaines prise en charge dorénavant compte tenu de sa puissance par l'État via le CPF, et certains d'entre vous qui sont rentrés en contact avec moi peuvent désormais en attester que cette formation vous donne des ailes comme encore mieux qu'un Red Bull. Alors, revenons à la question posée, une question à 1 milliard de dollars. Pourquoi la médiocrité est-elle à ce point populaire à notre époque? Et cette question part d'un constat incontournable, évident. Ce constat, c'est que l'excellence, que j'évoquais d'ailleurs en préambule, l'excellence, aujourd'hui, tout le monde la réclame. Tous les consommateurs que nous sommes, quand nous allons au restaurant, quand nous allons au cinéma, nous réclamons l'excellence de service, l'excellence de produits. Dans les supermarchés, nous réclamons l'excellence. Mais paradoxalement, très peu d'entre nous la cultivent. Et d'ailleurs, vous-même qui me regardez, qui me faites l'honneur de me regarder, peut-être d'ailleurs vous êtes abonné à ma chaîne, si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard. Et likez au passage. Donc vous-même qui me regardez, pouvez-vous jurer, regardez-vous dans un miroir et jurez que vous-même vous cultivez, non pas la médiocrité, mais l'excellence. Yeah. Est-ce que vous cultivez l'excellence dans vos vêtements? Est-ce que vous préférez le costume ou le tailleur au jean et au t-shirt? Est-ce que vous êtes parfaitement bien coiffé tous les jours ou alors il vous arrive d'avoir les cheveux ébouriffés? Est-ce que vous cédez parfois aux joies de la vulgarité et des phrases qui ne se terminent pas mais plutôt par etc. naïna plutôt que le langage soutenu? Est-ce que au travail vous essayez de toujours dépasser vos limites et non pas essayer de gratter des heures ici ou là dès que le patron a le dos tourné? Mr. Delaney's office. Oh, hello, Mr. Delaney. You're not feeling well? I'm sorry. Feel better, Mr. Delaney. Listen, I should be back in the office on Tuesday. I'd like to see an updated P&L. Very good, sir. Yeah. We're all over it. Not a problem. Take care. That was close. Yeah, it was close. I can still hear you. Donc, vraiment, posez-vous cette question. Et alors, je vous pose la question, mais j'ai déjà en grande partie la réponse. Les statistiques sont ce qu'elles sont. Il se trouve que 80% de la population cultive la médiocrité. Et seuls 20% de la population cultive l'excellence. Je vais vous expliquer pourquoi. La première réponse, c'est que la médiocrité, elle porte un autre nom. Et évidemment, vous vous doutez bien que personne ne va être fier de cultiver la médiocrité et s'en satisfaire. Non, la médiocrité porte un autre nom. Je vous le donne en mille. Ce nom, c'est le nom de liberté. Oui, la liberté. Aujourd'hui, la liberté, c'est l'autre nom de la médiocrité. C'est la liberté du moindre effort, la liberté de farniente, la liberté d'être simplement devant la télé en mangeant des pop-corn, la liberté de, comme on dit, de pas se prendre la tête, la liberté de s'habiller de manière négligée. La liberté, c'est l'autre nom de la médiocrité. Donc voilà pourquoi elle a réussi aujourd'hui à se répandre. Maintenant, à cela s'ajoute une deuxième réponse, beaucoup plus structurelle cette fois-ci. La deuxième réponse, d'ailleurs, elle couple deux demi-réponses. La première demi-réponse, c'est que nous vivons dans une société du confort depuis à peu près une cinquantaine d'années.
même un peu plus, on est en 2020, ouais, depuis les années 40-50, société du confort, hein, née des produits manufacturés, des produits d'électroménager, le frigo, le micro-ondes, la télévision, le canapé, et j'en passe. Donc cette société-là a débarqué dans nos vies et nous a permis, comme ça, de finalement nous asseoir dans un confort et dans une forme de paresse. La paresse, elle nous a fait du charme et on y a cédé. Et à cette société du confort est venue s'ajouter la société du spectacle. La société du spectacle, qui nous a transformés, qui a transformé la population, le peuple, les citoyens, eh bien, en spectateurs du spectacle offert justement par cette société d'entertainment, via la télévision, soit en spectateur de films de cinéma, en spectateur de pièces de théâtre ou en spectateur de matchs de football, de basket, de sport, en tout genre. Donc, avec ces deux paramètres-là, société du confort, société du spectacle, eh bien, la société aujourd'hui est divisée en deux. L'humanité est divisée en deux, avec d'un côté les producteurs d'excellence, ce qu'on appelle l'élite, et de l'autre côté, les consommateurs d'excellence, ce qu'on appelle le peuple. D'accord ? Mais on entend rarement sous cette appellation, on parle juste peuple et élite. Et souvent même, en l'occurrence, quand on vit en France, on prend un malin plaisir à jeter une pierre sur le mot d'élite. Alors que dans les faits, ce n'est pas peuple face à élite, non. C'est producteur d'excellence, consommateur d'excellence, acteur d'excellence, spectateur d'excellence. Voilà la réalité de notre époque. Et ce, depuis un certain nombre d'années. Et cette réalité, statistiquement, c'est du 20-80. C'est du 20-80. Alors, maintenant que j'ai dit ça, il est important de comprendre que pour le plus grand nombre, ça pose pas de problème. On arrive à accepter, étant donné que à partir du moment où on a un frigo à peu près rempli, où on a une télévision, on a dans notre poche une clé de voiture, où on a quelques tickets restaurants, où on a un billet de train qui nous amène au bord de la plage chaque année, on peut accepter de vivre berçant dans une forme de médiocrité qui ne dit pas son nom, je le rappelle, dès lors qu'autour de nous, finalement, tout le monde vit comme nous, c'est-à-dire entre eux, comme on dit, les chameaux ne se moquent pas de leur boss. Maintenant, quand un chameau est face à un lion ou face à un aigle, il sait qu'il a une bosse, mais entre chameaux, on ne se moque pas de notre boss. C'est pour cette raison que le peuple, souvent, vit entre lui, et l'élite se met de côté, Et cette réalité-là, finalement, comme je l'ai dit, elle est validée, tout le monde en tire plus ou moins un bénéfice à partir du moment où on ne meurt pas de faim, on ne meurt pas de maladie. Alors évidemment, je n'oublie pas ceux qui vivent dans une extrême précarité. En France, en l'occurrence, on parle de 5 à 7 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, dont quelques centaines de milliers de personnes qui vivent même sans un toit sur la tête. Donc ça existe. Mais dans l'immense majorité de la population, les gens vivent à ce que j'appelle une médiocrité douce. Une médiocrité douce. Dans les années 30, 40, 50, en Italie notamment, on parlait de la Dolce Vita, pour marquer l'avènement du bonheur accessible à tous via la consommation. Eh bien, aujourd'hui, cette Dolce Vita, c'est là, on peut dire, la Dolce Mediocrita. C'est vraiment sous cet angle-là qu'il faut observer le monde, avec l'élite qui incarne une vitrine, qui offre des services, qui offre des produits d'excellence, et le peuple qui, personnellement, est habité par une médiocrité, tout en cultivant, tout en réclamant cette exigence. Et cet échange de bons procédés, le peuple dépense, l'élite produit, et s'achètent avec l'argent du peuple des yachts, des Rolls et des salariés. Et ainsi, tout le monde est plus ou moins satisfait. Maintenant, cette réalité-là, elle prend une autre saveur concernant la communauté afro, celle qui me préoccupe en premier lieu. La communauté afro, ma communauté, mes frères et sœurs, mes pères, mes mères, mes oncles, mes tantes, mes fils, mes filles. Pourquoi elle me préoccupe? C'est tout simple. Je pense que vous allez vite le comprendre, si ce n'est, peut-être vous l'avez déjà compris. C'est qu'au sein de la communauté afro, là où le bas blesse, c'est que nous n'avons pas d'élite, au sens où nous n'avons pas une élite qui cultive l'excellence. Nous avons, comme toutes les autres communautés, un peuple qui nage dans la médiocrité, comme la carrière du footballeur en Angleterre là, qui se noie dans les prisons, le footballeur français, mais le peuple, lui, se noie, comme je l'ai dit, dans la médiocrité, pendant que l'élite
cultive l'excellence. Mais la communauté afro, hélas, et c'est le grand drame, ne possède pas une élite, une vitrine, une locomotive, 20% d'entre eux qui, eh bien, permettraient, qui alimentent la culture de l'excellence. D'où vient ce constat? D'où vient ce constat? Il ne vient pas de ma petite tête. Il est observable et en particulier dans l'espace francophone. Aux États-Unis encore, on a vu l'émergence d'une classe bourgeoise afro-américaine. Alors je ne sais pas si ça représente 20%, toujours est-il que aux États-Unis, tous les afros ne sont pas des George Floyd. Tous les afros ne sont pas des hot dogs dans Menace to Society. Bien au contraire, bon nombre d'afros sont à tous les échelons de la société, sont magistrats, avocats, juges, entrepreneurs, agents immobiliers. Je vous invite même à regarder ce qu'on appelle le comté du Prince George, non loin de Washington, pour vous montrer combien la communauté afro, là-bas, possède une élite qui offre de l'excellence à l'autre communauté afro et qui aussi la rend fière, étant donné qu'il y a ces deux ressorts-là, offrir de l'excellence et en même temps servir de support de fierté, dans une logique de projection de soi. Les Français, ils sont fiers d'être Français, non pas parce qu'ils accomplissent eux, mais parce qu'ils s'identifient à Napoléon, ils s'identifient à Clovis, ils s'identifient à leurs grands hommes. C'est pareil pour tous les peuples. Maintenant, concernant notre communauté, en l'occurrence francophone, en France et en Afrique, eh bien, elle a ceci de particulier qu'elle ne possède pas d'élite, en dehors de l'élite corporelle, je n'ai cessé de le dire. L'élite sportive, ou l'élite artistique, les chanteurs, que ce soit des Fally Ipupa à Booba. Et c'est là où ça constitue un drame, un cercle vicieux, puisque, et ça va même plus loin, dans la mesure où on perçoit au sein de la communauté afro l'excellence comme quelque chose de racial, comme quelque chose de blanc. Il n'est pas rare dans tel ou tel pays d'Afrique, que je ne vais pas citer pour ne pas m'attirer telle ou telle foudre, il n'est pas rare d'entendre que être poli, c'est un truc de blanc. Faire preuve de douceur ou de romantisme, c'est un truc de blanc. Lire des ouvrages, c'est un truc de blanc. S'organiser par l'écrit, établir des contrats, c'est un truc de blanc. Donc en somme, dans bon nombre d'esprits afro, tout ce qui constitue les ressorts de l'excellence, de l'ambition, c'est le premier principe, à l'application par des actes concrets, c'est pour eux, c'est perçu comme quelque chose d'étranger, quelque chose qui n'appartient pas à leur identité. Donc on mesure à quel point nous sommes dans un sable mouvant, dont on n'est pas encore prêt de sortir. Mais rassurez-vous, je suis optimiste et autour de moi, j'observe que je ne suis pas le seul, que beaucoup ont fait le même constat et ont pris leur destin en main en se détachant justement de cette vision racialiste du monde, en comprenant qu'il ne faut pas jeter le bébé de l'excellence avec l'eau du racialisme. Il faut faire la part des choses. L'excellence répond à des critères universaux auxquels tout le monde peut dans lesquels tout le monde peut se reconnaître. Et c'est ce à quoi moi j'aspire, et c'est pour cette raison que j'ai non seulement élaboré, mis sur pied cette chaîne, c'est pour cette raison que j'écris mes ouvrages, dont un qui a reçu un prix littéraire, c'est pour cette raison, par-dessus tout, que je forme à la maîtrise du langage soutenu, et plus largement, que je forme à avoir accès à la culture de l'excellence par l'attitude du gentleman. Mais pour revenir au propos, la communauté afro, voilà ce qui nous manque, une élite qui cultive l'excellence. Sur le continent, comme je l'ai dit, il y a la racialisation de l'excellence et à côté de ça, l'idée de méritocratie qui est le socle de l'excellence en Occident, c'est par la méritocratie, par les écoles de cuisine, les écoles de stylisme, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les écoles militaires. Sur le continent, parfois ces institutions, dans les faits, théoriquement elles existent, mais dans le réel, alors qu'elle devrait répondre, justement, permettre à tout un chacun, via son talent et son goût du travail et de l'effort, d'y accéder, dans le réel, les places sont pour une grande partie phagocytées, prises d'assaut, réquisitionnées par les fils de tel et tel. Donc au bout du compte, ça donne des institutions qui marchent à l'envers, qui marchent sur la tête. Ça donne, au bout du chemin, un ministre de l'économie de tel ou tel pays francophone qui n'arrive pas à tenir une conversation solide avec un ministre de l'économie français qui travaille à Bercy ou avec un haut fonctionnaire de Bercy. Et ça entretient justement comme ça le déséquilibre géopolitique que nous observons simplement avec ces effets négatifs, ces effets symboliquement perturbants. L'empereur Macron qui convoque à Montpellier l'ensemble de l'Afrique en mettant de côté les présidents. C'est Bolloré qui a 80% de sa richesse qui puise
du cœur et de la sève du sol africain. Pourquoi? Non pas parce qu'il s'appelle Bolloré, mais parce qu'il cultive l'excellence industrielle par le biais des machines et donc de ces ingénieurs. Cette excellence-là que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas cultivée. Je parle de l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone, c'est différent. Il suffit de voir ce qui se passe, par exemple, au Botswana, qui incarne justement cette renaissance via l'excellence à laquelle chacun d'entre nous devra aspirer, ou au moins une minorité d'entre nous. Donc voilà le fond du problème. Pourquoi la médiocrité est-elle autant populaire? C'est tout simplement parce qu'elle est douce. Mais à côté de ça, elle est soutenue par un cadre d'excellence. Mais ce cadre d'excellence, au sein de la communauté afro, il fait encore défaut. Il n'est pas rare, quand on va dans les restaurants, d'être accueilli comme si on était des étrangers qui venions faire la manche. Il n'est pas rare que quand on se rend dans des salons de coiffure, d'être accueilli, on a l'impression qu'on est dans une benne à ordures. Il n'est pas rare, quand on sollicite un formateur afro, bien de s'apercevoir qu'il n'a rien lu, qu'il s'appuie uniquement sur son expérience personnelle, très loin de toutes les exigences, toute la rigueur intellectuelle que réclame sa fonction. Donc il n'est pas rare de mesurer combien cette culture de l'excellence aujourd'hui nous glisse entre les doigts, nous fait défaut. Le meilleur exemple, c'est le cas des Gucci Béhanzin. Il se qualifie même de roi, imaginez-vous. Il se qualifie de roi de la LDNA, alors qu'il n'en a ni la royauté, ni les attributs, que ce soit au niveau de son image, au niveau de son langage, au niveau de son background intellectuel, rien de tout ça. Pour autant, il est d'un côté soutenu et il se prend lui-même pour un Béhanzin, il se prend lui-même au sérieux, et c'est pas faute de lui avoir fait remarquer qu'il devrait s'améliorer. Mais non, tous ces éléments-là, il les balaye, il les considère comme des choses de blanc. Et c'est Cheikh Anta Diop qui doit s'arracher les cheveux, qui lui-même nous mettait en garde, parce que bon nombre d'afros disent oui, la vérité sonne blanche, mais il aurait dû préciser, Cheikh Anta Diop, que pour beaucoup, l'excellence sonne blanche, donc pour beaucoup, finalement, il ne faut même pas s'en approcher. Après, je le répète, moi je suis optimiste, j'observe autour de moi, je suis entouré de personnes qui partagent mon point de vue, avec lesquelles on entretient justement, on est en train de faire naître ce goût, de déterrer, de refaire renaître de ses cendres ce goût de l'excellence. Et à titre individuel, à travers cette chaîne, eh bien, je vais constituer un club d'afro-gentlemen dont l'optique consistera justement à porter haut ce flambeau de l'excellence, pas uniquement pour bien être vu, pour être bien habillé, pour faire des photos et des selfies, pas du tout, non, mais pour offrir une nouvelle voie entre, comme je l'ai déjà eu à l'expliquer, entre Afro-Ghetto, l'identité de la rébellion, l'excellence dans l'autodestruction, ou Afro-Blédard, justement la médiocrité qui baisse la tête, mais parce qu'on a des euros, on peut envoyer des Western Union et ça compense. Non, eh bien au milieu, il y a l'Afro-Noblesse avec les Afro-Ladies ou avec les Afro-Gentlemen. Lady Boss s'occupera des Afro-Ladies, Lady Boss que j'espère que vous connaissez. Si ce n'est pas le cas, allez voir sa chaîne, vous verrez combien c'est riche. Eux, Afro-Gentlemen, via ma chaîne, via mes écrits, via les actions. Voilà aujourd'hui le défi que je crois devoir relever. Fanon nous a à chaque fois, je le répète, un sommet à chaque génération, eh bien de décider de mettre la main sur notre mission et d'y obéir, sinon de la trahir. Je n'ai pas l'âme d'un traître, je vais obéir à cette mission, mais chacun doit comprendre que la culture de l'excellence, c'est notre seul salut. Au moins qui doit être épousé par 20%. Donc 20% d'entre vous, je vous invite à prendre à bras-le-corps cette mission, d'abord dans votre propre vie. Vous verrez déjà les fruits que vous allez pouvoir récolter dans votre entourage, face à vous-même. Quand vous allez commencer à vous habiller proprement, vous ne serez plus regardé de travers par la police, vous ne serez plus regardé de travers nulle part, vous allez pouvoir vous imposer, et encore mieux, quand votre langage sera à la hauteur même de votre costume, quand votre bouche sera aussi tirée à quatre épingles par ma formation ou par une boulimie de lecture. Quoi qu'il en soit, c'est les seules solutions qui existent. Et après, étendre cette culture de l'excellence dans vos actions, en ne jurant que par l'effort. C'est l'effort et l'effort, l'ambition. Visez la lune pour atteindre au moins les étoiles. Et laissez de côté, éloignez-vous au maximum de tous les pessimistes, de tous ceux qui disent non, on ne peut pas, sous prétexte que oui, il y a telle bavure policière, sous prétexte que oui, il y a tel ou tel fait qui témoigne encore des actes racistes. N'oubliez jamais que l'arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et la forêt, elle pousse, la forêt de notre renaissance. Maintenant, nous, on ne veut pas juste une forêt, on veut des baobabs. On veut une forêt qui pousse, une forêt solide, constituée de baobabs, c'est-à-dire d'excellents, qui montrent la voie avec force, avec hauteur, sans haine, sans rage, mais simplement avec beauté,
avec élégance, avec noblesse. Avec noblesse. Ne l'oubliez pas. C'est le moins que nous méritons. C'est le moins que nous méritons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des descendants de Kunta Kinte. Nous sommes des descendants de Soundiata Keita, qui était, lui, le porte-voix, l'étendard de l'excellence. Nous ne sommes pas non plus des parents de futurs Kunta Kinte. Non, nous sommes des parents de futurs Soundiata Keita. Mais à condition d'abord nous-mêmes de le devenir si on n'est pas né, de le devenir noble. C'est entre nos mains. Nous vivons en Occident. Nous avons de l'eau potable, nous avons l'électricité, nous avons accès aux bibliothèques. Nous n'avons donc plus aucune excuse. Qu'il y ait Zemmour, Marine Le Pen ou quoi, personne ne pourra se mettre sur notre chemin de l'excellence. Je le dis aujourd'hui, je le dirai demain. Chacun doit le comprendre. Likez, abonnez-vous, réunissons-nous progressivement. Moi, je serai là, je sais que vous serez au rendez-vous. Quand je dis vous, je parle de ceux qui ont en eux cette flamme de l'excellence, qui est tapie, qui n'ose pas jaillir par peur des paresseux autour, des pessimistes. Mais maintenant, elle pourra jaillir, parce que nous allons nous regrouper entre nous. Pas besoin d'être 10 000. Ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. À bon entendeur, ne l'oublions pas, hein. Noblesse oblige.